revoilà avec la première vidéo de lecture. Donc du coup, j'ai pas très attendu longtemps, hein. Dès que j'avais fini l'introduction, du coup je me suis dit je vais filmer la première vidéo, comme ça quand vous aurez vu cette vidéo là, vous pourrez me dire si ça peut faire, si ça peut faire du style, si ça peut vous convenir, si ça peut être bien ou pas. Donc du coup aujourd'hui je vais commencer avec ce premier livre là que j'avais présenté sur mon ancienne chaîne, ma deuxième chaîne plutôt, parce que j'ai une autre chaîne que je pense que vous connaissez si vous avez déjà vu, Mira Happy, où je fais des vidéos un peu ouverture de box, let's play, et j'ai fait un book haul aussi. Et j'avais présenté ce livre-là, donc de Sale Gosse de Mathieu Palin. Donc je vais mettre en description le résumé. Et je vais commencer du coup à vous le lire. Donc je vais pas lire tout, hein, bien évidemment. Mais genre lire 4-5 chapitres par vidéo. Je pense que ça pourrait se faire. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti. Mars 2001, dans l'Essonne. Marc Weisenbourg n'était pas ce qu'on appelle un type inquiet. Il avait ce truc rassurant qu'ont les héros dans les films pour enfants, la conviction que la pire des situations n'est jamais perdue. Cette nuit-là, il marcha droit vers le frigo, l'ouvrit comme s'il s'attendait à y surprendre quelqu'un et se posta en slip dans la lumière. Il opta pour une bouteille d'Oasis, compta 10 gorgées dans sa tête et enfouit le cadavre sous les épluchures pour éviter que sa gosse lui fasse une scène au petit-déj. Les mômes, ils ont beau rien savoir de la vie, parfois c'est quand même mieux eux qui font la loi. Quand il était petit et qu'un cauchemar s'accrochait à ses rêves, Marc pensait très fort à Sid Coing, un crâne chauve tout en muscles avec des bachantes sur les joues, qui jouait demi de mêlée chez les All Blacks. Marc l'adorait. Il fermait les yeux et se repassait toujours la même action en noir et blanc. Sid Coing extrait le ballon d'une mêlée ouverte, feinte la passe à droite, casse le premier plaquage, cadre un défenseur, le déborde et s'en va aplatir entre les poteaux. La foule se rue sur la pelouse. Peu importait l'adversaire, au moment de s'endormir, Sid Coing marquait son essai. Cette nuit, il tournait en rond à cause d'un gamin de 8 mois, Wilfried, il s'appelait. Sa mère, 21 ans, vivait avec un débile qui lui tapait dessus. Marc recevait le couple dans l'après-midi, il allait devoir leur expliquer qu'il risquait de perdre la garde. « Qu'est-ce que t'as eu ? T'as pas intérêt de bouger, » murmura sa femme en fermant les pans de sa robe de chambre. Elle disparut et Marc l'entendit préparer le café qu'elle boirait après avoir embué la salle de bain. « Papa, tu m'allumes la télé ?» Marc resta une seconde au bord du lit à contempler ses pieds. « Papa, je sais pas comment ça marche. »« Lou, pas de dessin animé quand il y a l'école, » il gueula. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. » Les mains jointes en prière, la gamine se crispa à la vue de sa mère, une serviette en paréo nouée sous l'aisselle, une autre entortillée dans les cheveux. « Lou, va t'habiller. Si t'es pas prête, je te laisse ici et tu t'expliqueras avec la maîtresse. » Marc souffla. Il pensa à la fin de journée, quand tout sera fini, et qu'il retrouverait son canapé. Il avait 43 ans. Si vous le croisiez en soirée et lui posez la question « Sinon, dans la vie, vous faites quoi ?» il hésiterait à mentir. Inventer un métier qui n'appelle pas d'avis, informaticien ou contrôleur de gestion. Puis, il avouait du bout des lèvres qu'il était dans le social. Si vous insistiez, et dans quel secteur, le social ? Marc répondait qu'il était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Vous le preniez alors pour un flic, il vous rétorquait « Non, jette des gosses en danger ». Il n'entrait pas dans les détails. Quand les dossiers étaient trop durs, trop crus, presque toujours des histoires de viol, il soufflait seulement, c'est flippant la quantité de merde que je dois brasser. Il avait eu l'impression d'entrer à la PJJ parce qu'il était au chômage et qu'il fallait payer le loyer, mais il était prédestiné. Sa mère avait 17 ans quand elle tomba enceinte. Ses parents, à elle, avaient disparu dans un accident de voiture, la laissant seule et sans soutien, à se faire traiter de pute parce que son ventre enflait et qu'il n'y avait pas de père. Le père, lui, avait des parents, mais trop nobles pour entacher leur nom de famille, alors la petite s'était débrouillée. Marc avait passé les 3 premières années de sa vie dans un dortoir, au milieu d'autres gosses laissés là le temps que leur mère s'en sorte. Quand la sienne était venue le chercher, Marc ne l'avait pas reconnue. Elle était accompagnée d'un grand homme au visage fin, les cheveux élégamment peignés sur le côté. Ensemble, ils avaient fait comme si cet homme était le père de Marc. Et en un sens, c'était vrai. Il était là pour lui apprendre à nager dans la Loire, tirer à la carabine sur des pains de savon et monter une canadienne sous l'orage. Les week-ends à l'aventure, il partait à vélo avec la tante,
Du pâté dans les sacoches, direction l'est de Montreuil et les bords de Marne. 60 bornes aller-retour par les sentiers forestiers et le chemin de halage. On aurait pu dire à Marc qu'ils avaient changé de pays, il n'aurait pas été surpris. Un jour que son père était au bureau et sa mère au marché, Marc retourna à l'appartement. Il avait 15 ans. Il ne savait pas ce qu'il cherchait, mais d'instinct il était allé de pièce en pièce, avait ouvert les placards, les tiroirs, et finit par trouver une enveloppe contenant 4 photos au bord dentelé. Les 3 premières étaient tirées d'une même série. Sa mère, jeune et souriante, se promenait au bras d'un type dans les allées de ce qui ressemblait au jardin de Luxembourg. La 4e était un portrait du type en question. Sa chemise à col large et sa veste en laine lui donnaient de la prestance, mais il semblait jeune. Marc s'était tout de suite reconnu. Le même nez, les mêmes traits, ça se voyait, c'était tout. Il laissa la photo en évidence sur la table. Sa mère s'effondra en la découvrant. Il promit de garder le secret. Quand son père l'engueulait pour ses punitions à l'école, Marc refusait l'autorité. Il manqua plusieurs fois de lui cracher la vérité, mais il s'était retenu. Maintenant, il avait 43 ans, une femme, une fille qui aimait son grand-père, et même s'il ne se passait pas un jour sans qu'il n'y pense, Marc se disait qu'il avait fait sa vie, c'était bon, c'était fini. L'école ne lui avait pas plu. Il avait redoublé le CP, le CM1, la 4e et décroché son bac à 21 ans. Son truc, c'était le rugby. Il jouait en national, demi de mêlée comme Sid Going, mais à l'époque, on ne répondait pas rugbyman à ses parents quand ils s'inquiétaient de votre avenir. Alors Marc s'était dit, pourquoi pas prof de gym? Il fit son service en Allemagne et intégra l'école des profs d'EPS à Koenigshofen, en banlieue de Strasbourg, d'où il se fit renvoyer pour contestation des méthodes d'enseignement. On était en 1980. Marc avait besoin de bosser et c'est au café, en feuilletant France Soir, qu'il tomba sur cette annonce. La direction de l'éducation surveillée recrute des éducateurs sportifs. C'était flou, mais on comprenait l'essentiel. Il s'agissait de faire courir des délinquants. Le poste était à Juvisy, dans l'Essonne, au centre d'observation publique de l'éducation surveillée. Un mur d'enceinte, des fossés de 5 mètres, des ailes en étoile, des judas aux chambres, un mitard. Le directeur avait beau grimacer en entendant le mot prison, ça sentait déjà fort la tôle. Les mômes, ils avaient tué, violé ou trempé dans la drogue et la prostitution. Mais la violence était quotidienne. Peu importe votre carrure, vous saviez qu'il y en aurait toujours un pour vous sauter dessus. C'était arrivé en menuiserie. Marc était passé rendre ses clés au professeur et s'attardait devant les jeunes, affairés à découper des planches de chêne à la scie sauteuse. Près de la porte, un maigrichon s'appliquait sur le chambranle, enfonçant des clous sur les croix dessinées au crayon à papier. Il planta son regard dans celui de Marc, un sourire fendit le visage. « Si je te mets un coup là, tu fais quoi » lança-t-il en agitant la tête de son marteau. « Vas-y, tu verras » répondit Marc. Le môme se roua sur lui et se fit briser les dents de devant. Il ne pesait pas 60 kilos, mais des troubles psychopathiques le poussaient à se mettre en danger. Quand il eut 16 ans, un camion le renversa. Ce fut en somme un soulagement. À la fin de l'année, Marc avait passé le concours d'éducateur et s'était retrouvé au foyer de Draveil. C'était une maison en bord de Seine, pleine de petits nés dans la violence, qui avaient passé des mois en fugue, à vivre la nuit, à se laver quand ils pouvaient. Des petits qui vous rient au nez si vous leur parliez de travailler. « T'en as un travail, toi ? Tu gagnes combien ?» il lançait. À l'époque, Marc touchait 3000 francs par mois. Putain, c'est ce qu'on fait dans la journée. Leur faire entendre qu'en rentrant dans le rang, ils éviteraient la tôle ou le cimetière, c'était comme crier dans le désert. À 14 ans, la mort, il n'y croyait pas. C'était l'époque de l'îlot Chalon, dans le 12e arrondissement, près de la gare de Lyon. Un squat transformé en supermarché de la CAM. Sur les 12 gamins du foyer, 10 nageaient dans le trafic. Ils sortaient l'après-midi, prenaient le RER pour Paris, rentraient défoncés à 22h et partaient en vrille dans la nuit. Marc les veillait en descente d'acide, frissonnant d'angoisse, persuadé qu'ils allaient crever. Accro à la colle, à rustine de vélo, l'un d'eux la respirait dans un sac plastique et devenait fou furieux, frappant tout ce qui se présentait. Ils avaient été jusqu'à démontrer la trancheuse à pain pour découper un éducateur. Les filles, c'était autre chose. Elles vendaient leur corps contre un fixe d'héroïne. Marc les récupérait dans des squats dégueulasses, parfois en pleine passe. La plus fragile avait 13 ans. Il lui avait concocté une désintox en Bretagne pour l'éloigner de la cam. Il marchait sur la plage à marée basse, discutait en fumant l'herbe que Marc lui avait achetée pour que le sevrage ne soit pas trop raide. La gamine avait replongé dès son retour à Draveil. Avec la drogue, il n'y avait rien à faire. Tous ceux qui s'envoyaient à l'Hérault sont morts du sida ou d'overdose. Puis Marc avait rejoint le foyer d'Evry, où bossait Salem. Un éducateur entrait à la justice en même temps que lui.
Le foyer, c'était 2 appartements, l'un au-dessus de l'autre, dans une barre de la cité du chantier de coke. Vous pouviez passer 100 fois devant sans vous... Pardon. Vous pouviez passer 100 fois devant sans vous douter qu'il y avait 12 gamins placés là, juste derrière ces fenêtres. Les éducateurs s'étaient organisés en autogestion. Pas de chef, pas de privilège, tout le monde s'est tapé les nuits dans les escaliers à surveiller que les petits restent dans leur lit. Un soir, tard, Marc vit une BM métallisée se garer au pied de la tour. 2 types en descendirent, plutôt classe, par des tronches de maquereau. Pas des tronches de maquereau. Ils montèrent au deuxième. On est les longues de Chaynez, on vient la chercher. Chaynez tapinait en forêt de Sénart, elle avait 15 ans. Le juge l'avait placée le temps de l'enquête. Personne n'était censé savoir où elle créchait. Marc se rengorgea. Messieurs, vous faites erreur, il n'y a pas de Chaynez ici. C'est un foyer du ministère de la Justice. Les jeunes sont mineurs, je n'ai pas le droit de les laisser sortir. Les types insistèrent. Vous êtes certain qu'il n'y a pas une Chaynez dans cet appartement? Et après un moment pendant lequel Marc se prépara à mettre un coup de tête, ils remontèrent dans leur berline. Ce genre de visite arrivait. Puis il y eut David, l'enfant du placard. Sa mère n'en voulait pas. Elle cacha sa grossesse, accoucha et fit comme s'il n'existait pas. Quand David avait eu 4 ans, elle l'avait attaché au tuyau qui courait le long des plaintes de la salle de bain. La chaîne lui cisaillait la taille. Son monde s'arrêtait à ce carrelage froid entre le lavabo et la baignoire. Il avait droit au reste. Le matin, un bol de café avec un morceau de pain. Sa mère coupait l'eau en partant au boulot. S'il avait trop soif, David tirait sur sa chaîne et lapait le fond des toilettes. La nuit, quand la folie prenait possession de la pièce, sa mère lui liait les mains dans le dos, le plongeait tête la première dans l'eau froide et jouait avec les frontières de la noyade. Elle obligeait David à ravaler ce qu'il rendait. Cramer ses cheveux au briquet, le frapper avec l'aiguille de ses talons, verser de l'alcool à brûler sur le carrelage et y foutait le feu. Un jour, elle déménagea. Le nouvel appartement avait l'avantage d'être doté d'un couloir avec au bout un placard assez grand pour y faire entrer un enfant de 11 ans dont la croissance avait été ralentie par les mauvais traitements. David mesurait 1,30 m. Sa mère lui donna un seau, un matelas en mousse, l'enferma et l'oublia. La seule lumière qu'il recevait se faufilait par le trou de la serrure. Cette nuit dura 1 an, puis, un jour de grosse chaleur, David s'échappa. Et voilà pour le moment. Écoutez, j'espère que ce début de lecture vous aura plu et que vous voulez savoir la suite. Bon, déjà, je suis assez quand même entraînée pour le moment dans l'histoire. On a envie vraiment de savoir la suite quand même. Mais je vous lirai ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous plaît que je fasse ça. Si vous voulez savoir la suite, bien sûr, vous pouvez me dire quel genre de livre que vous voulez que je lise. N'hésitez pas à partager la vidéo, bien sûr, et ma chaîne, bien sûr, pour que beaucoup de monde la voie et que ça dure. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu. Et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!